On présente aujourd'hui à Talence Patrick Guillotat, militant Sud et NPA qui travaille sur l'Amérique latine. Il a réalisé un doctorat d'anthropologie et écrit un ouvrage sur les mouvements sociaux au Chili sous Pinochet. Il est venu aujourd'hui nous présenter un ouvrage sur Hugo Chavez et la révolution bolivarienne. Les élections de Chavez, notamment en octobre 2012, il y a quelque chose qui a changé quand même, c'est qu'à droite, il y a eu une sorte de rectification dans la politique de droite, c'est-à-dire que la droite s'est présentée en disant on va garder ce qu'a fait Chavez parce que c'est vachement bien, mais par contre en termes de personnage politique, il faut qu'on change un peu et qu'on rajeunisse les personnes qui dirigent le pays. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'après les élections de 2012, il y a eu un changement réel, c'est que la droite a perdu, et ça faisait la troisième fois qu'elle a perdu, c'est-à-dire qu'elle a perdu en 2010, les élections législatives, en 2012 les présidentielles, et fin 2012 aussi en décembre, les régionales. Et dans la droite, il y a eu un débat sur quelle stratégie suivre. Et les partisans de la stratégie de molle, si on peut dire, en disant il y a du bon qui s'est fait sous Chavez et il y a du mauvais qui est la gestion hyper centralisée du régime, l'autoritarisme du personnage. Cette vision-là a été balayée et a été remplacée par une politique d'affrontement. Et on retrouve un peu la droite de 2002, celle qui a participé au coup d'État à cette époque-là. Et à preuve notamment de ce changement de stratégie, c'est que dernièrement, juste avant les élections de dimanche 14, il y a eu les premières incursions notamment de groupes paramilitaires, y compris certains qui viennent du Salvador, qui sont encadrés par des anciens des forces armées salvadoriennes, et qui interviennent directement en créant une stratégie de tension, notamment dans certaines régions proches de la frontière avec la Colombie. Et il y a eu des affrontements très violents. Donc il y a une vraie stratégie de tension qui est menée par la droite, et d'autant plus que la droite, cette fois-ci, a déclaré officiellement qu'elle ne reconnaîtrait pas le résultat des élections présidentielles, ce qui est nouveau, ce qu'elle n'a pas fait en octobre et en décembre 2012. Donc ce qui montre bien qu'ils ont compris une chose, c'est que au départ, ils ont essayé le coup d'État, ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont essayé la voie électorale dans les années 2000, grosso modo de 2010 à 2012. Ça ne marche pas non plus. Et là, ils sont en train de révéler leur véritable visage. Parce qu'il faut savoir que Capriles, le candidat de la droite, qui est présenté comme un grand démocrate ici en France, n'est pas un démocrate. C'est un ancien militant de droite du COPEI, d'un parti de droite. C'est non seulement ça, mais c'est quelqu'un qui a pris d'assaut lors du coup d'État l'ambassade de Cuba, qui est impliqué quand même dans l'assassinat d'un juge qui a enquêté sur les responsabilités lors du coup d'État de 2002. Donc son nom a été cité là-dedans, et c'est quelqu'un qui est loin d'être neutre. La différence, c'est que lui, il a été capable de s'adapter à un moment donné à un changement de stratégie en 2012. Et là, par contre, c'est fini. C'est clair qu'il revient à la stratégie de l'affrontement. Alors, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, au niveau du régime, Chavez, il a réussi à tenir un peu les rênes de tous les courants qui pouvaient coexister au sein de cette majorité politique qui avait autour de lui. Là par contre avec Maduro, même si c'est un ancien syndicaliste, un ancien militant de la Liga socialiste, c'est quand même pas la même personnalité que Chavez. Et l'enjeu qu'il y a dans les années à venir, c'est une course de vitesse entre d'un côté des apparatchiks qui peuvent être liés au régime et ce qu'on appelle la bolibourgeoisie, des gens qui ont fait fortune y compris en profitant de la révolution bolivarienne, et d'autre côté la consolidation des mouvements sociaux et de leur autonomie par rapport au régime pour être capable de présenter une alternative anticapitaliste claire. Parce qu'à l'heure actuelle, on discute du socialisme
du XXIe siècle, notamment dans les discours politiques du PSUV. Mais par contre, en termes pratiques et en termes militants et notamment au niveau des mesures, on est loin du compte, et notamment sur les mesures économiques, puisqu'il faut savoir que le secteur privé est encore largement dominant au Venezuela, et les rapports entre le secteur privé et le secteur public n'ont pas changé depuis la victoire de Chavez. Donc il y a un vrai enjeu politique sur le contrôle ouvrier des entreprises, sur la lutte contre la gestion bureaucratique dans les entreprises publiques. Tous ces trucs-là sont en débat, et il y a une véritable course de vitesse pour structurer les mouvements sociaux dans une perspective d'approfondissement du processus de la révolution bolivarienne. L'hyper-personnalisation, ce qu'ils appelaient l'hyper-liderazgo en espagnol là-bas de Chavez, interdisait toute critique possible. Et ça, c'est un véritable problème, c'est-à-dire que Chavez disait blanc sans passer, y compris par l'Assemblée nationale, sortait un décret, etc. Il était automatiquement applaudi, sans aucune critique. Et ça empêche y compris le débat politique au sein du PSUV. Y compris, pour donner un exemple très simple, il y a eu le cas d'un colloque qui était fait par des syndicalistes, des intellectuels sur l'avenir de la révolution bolivarienne et des intellectuels dans la révolution. Il y a eu toute une série de gens qui sont venus de toute l'Amérique latine, et il y a des gens qui ont eu des points de vue critiques. Et immédiatement après, il y a eu des dirigeants du PSUV qui ont commencé à dénoncer les critiques par rapport à Chavez, parce que Chavez, y compris à la télévision, avait dit ouais, c'est pas très correct ce genre de comportement qu'a pu y avoir des intellectuels alors qu'on est assiégé par la droite, par les États-Unis, etc., de critiquer le processus. Tous les gens qui étaient dans l'entourage Chavez ont tapé très très dur en disant c'est des contre-révolutionnaires parce qu'ils sont critiques. Et du jour au lendemain, Chavez a retiré ses billes en disant ben non, tout compte fait, la critique est tolérée dans la révolution bolivarienne, et tout s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de bilan, y compris de pourquoi on est arrivé là, comment ça s'est fait, comment a pu être rendu possible le fait que la critique positive au sein du processus puisse être niée et rejetée comme ça dans le camp chaviste. Et cette hyper-personnalisation fait que on arrivait à une aberration, c'est-à-dire que un des mots d'ordre qui était courant entre 2007 et 2010 et 2011 même, c'était sans Chavez rien, avec Chavez tout. Ce qui laissait supposer qu'il était impossible que le processus révolutionnaire continue, y compris en cas de disparition de Chavez, même s'il se retirait du pouvoir. Donc c'est un véritable problème, c'est-à-dire que ce recul de la personnalité désarme complètement les mouvements sociaux, et surtout, ce qui est plus grave, c'est que ça laisse supposer que les mouvements sociaux doivent être en train de soutenir Chavez, et uniquement Chavez, et ne pas avoir d'autonomie et de réflexion propre pour définir, y compris sa propre politique. Et c'est ces deux choses-là qui sont extrêmement dangereuses. C'est d'un côté donner l'illusion que la révolution est le fait d'un seul homme, et de l'autre côté, empêcher toute réflexion collective au sein des mouvements sociaux pour arriver à faire ses propres propositions et à avancer des revendications qui leur sont propres.